Donc, ouais, comme disait Pascal, la vraie question, c'est... ça marche pas. D'accord. C'est pourquoi l'exposer. Donc, c'est parce qu'il va y avoir cette manip qui est en train d'être montée à l'IPR. Donc, c'est un projet qui est piloté par Thomas Jaouen. Donc, on voit ici... Alors, c'est où qu'on appuie là? On voit ici une lampe UV là, qui va produire des photons à 21 eV, un monochromateur pour filtrer les autres raies de fluorescence. Ensuite, là, il y aura un porte-échantillon, et puis l'échantillon va émettre des électrons qui vont être analysés par cet analyseur ici. Donc, normalement, dans 3/4 d'heure, vous saurez tous comment ça fonctionne, ce genre d'expérience, qu'est-ce qu'on veut mesurer, donc la structure de bande dans les solides. Je vous montrerai quelques exemples d'applications, et si j'ai le temps à la fin, je vous parlerai un peu de rayonnement synchrotron, donc qui est la source de lumière que moi j'ai utilisée pendant une vingtaine d'années. Alors la photoémission, qu'est-ce que c'est? Déjà, ça c'est un atome. Donc ici, vous avez le noyau, et puis après, les niveaux électroniques. Donc les niveaux électroniques sont ceux qui sont très proches du noyau, les électrons sont très attirés par le noyau, ils ont des très grandes énergies de liaison, donc l'énergie qu'il va falloir fournir pour arracher l'électron de l'atome. Et puis après, plus on s'éloigne du noyau, plus les niveaux électroniques ont des énergies de liaison faibles, plus elles se rapprochent les unes des autres, et à la fin, ça forme un espèce de continuum, surtout dans les solides, où les électrons vont plus du tout sentir l'attraction du noyau, ils vont pouvoir se promener d'un atome à l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle des électrons de valence. Et donc on remplit tous ces niveaux électroniques avec les électrons dont on dispose, et puis le dernier électron, on va le mettre sur un niveau électronique qu'on appelle le niveau de Fermi, qui a une énergie de liaison 0. Alors, la photoémission, ça repose sur l'effet photoélectrique. Donc on va envoyer un photon d'énergie h nu sur cet atome, et l'atome va absorber l'énergie du photon et va s'en servir pour éjecter un électron. Alors on peut essayer de donner une approximation de l'énergie cinétique avec laquelle l'électron va quitter l'atome. C'est l'énergie du photon, l'énergie qu'on lui a donnée au départ, moins l'énergie de liaison, c'est-à-dire l'énergie qu'il a fallu pour l'arracher de l'atome. Donc dans une expérience de photoémission, on a notre atome ici, on envoie nos photons, et puis, pardon, je me suis trompé de flèche, et donc tous ces niveaux d'énergie, là, les niveaux de Kerr, donc ceux qui sont très atomiques, et ceux qui sont des états plus délocalisés, vont être excités vers des énergies cinétiques qui sont décalées de h nu par rapport à leur énergie de liaison. Et le but de l'expérience de photoémission, c'est de mesurer ce spectre-là, donc de mesurer le nombre d'électrons émis à chaque énergie cinétique. Alors comment on fait ça? D'abord, il faut de la lumière. Donc il faut une source de photons, donc ça peut être un laser, ça peut être une lampe UV, donc soit une lampe à hélium qui va émettre des photons à 21,2 eV, ou alors avec d'autres gaz rares dedans. On peut utiliser des tubes à rayons X aussi, si on veut des plus grandes énergies de photons. Et puis, si on a les moyens, on peut se payer un synchrotron et puis avoir toutes les énergies de photons disponibles, de à peu près 10 à 10 000 eV. Donc ces photons, on les envoie sur un échantillon. L'échantillon émet des électrons par effet photoélectrique, et puis on récupère ces électrons dans un analyseur qui va compter le nombre d'électrons à chaque énergie cinétique. Donc je reviendrai plus tard sur comment fonctionne un analyseur. Et à la fin, on obtient un spectre comme ça, donc là, l'énergie cinétique et le nombre d'électrons. Ça, c'est mesuré sur un cobaltate, donc l'énergie des photons, c'est 100 eV. Et on voit là les raies qui sont dues au niveau de Kerr, ici, là. Et puis ici, la grosse patate qui est due aux électrons de valence. Alors on a des tables. Bon, dans chaque atome, les énergies de liaison des électrons sont différentes. Donc on a des tables avec les énergies de liaison, puis on peut, en fonction de l'énergie cinétique qu'on mesure et de l'énergie des photons qu'on connaît, on peut identifier les différentes raies qu'on voit. Donc là, ça c'est les raies du bismuth 5D. Ça, c'est le barium 5P. Et ici, la bande de valence, elle est fabriquée à partir des états 2P de l'oxygène et des cobalt 3D dans ce composé. Donc, il y a donc ces deux zones différentes, là, les niveaux de Kerr, qu'on va décrire avec les nombres quantiques habituels qui sont atomiques. Donc, il y a plein de choses intéressantes à faire sur les niveaux de Kerr, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les électrons de valence, donc ceux qui peuvent se promener dans le solide. Alors, je vais commencer par faire quelques rappels sur la physique des solides et la structure de bande pour les étudiants qui n'ont pas encore abordé ces sujets avec leurs professeurs. Et comme ça, j'espère que quand ils auront ce sujet-là en cours, ils seront un peu plus attentifs. Donc voilà un cristal. Donc à partir de maintenant, on ne va plus parler que de monocristaux, c'est-à-dire des cristaux, des échantillons qui sont cristallins, donc ont une structure bien ordonnée sur tout le volume de l'échantillon. Donc ici, par exemple, c'est l'exemple d'une structure cubique à face centrée. Donc tous les atomes sont parfaitement bien ordonnés sur tout le volume.
Et donc on a ces électrons qui sont très externes à l'atome, qui vont se promener d'un site atomique à l'autre. Donc déjà, ce que vous pouvez voir, c'est que ça va être certainement plus difficile pour un électron de faire le saut vert que le saut rouge, parce que forcément c'est plus loin. Donc les directions du cristal ne vont pas être équivalentes pour les électrons. Ensuite, on va plus décrire ces électrons par les nombres quantiques habituels, puisqu'ils ne sont plus des états atomiques, mais on va essayer de décrire leur énergie en fonction de leur vecteur d'onde. Et donc, quand on parle de vecteur d'onde, en physique des solides, on est obligé de passer dans ce qu'on appelle l'espace réciproque. Donc, l'espace réciproque, c'est un réseau qu'on calcule à partir du réseau réel. Donc, on a un réseau cristallin dans l'espace réel qui est caractérisé par 3 paramètres de maille, A, B et C. Et on va calculer les paramètres de maille du réseau réciproque avec ces formules-là, et on va trouver A étoile, B étoile, C étoile. Donc A, B et C, c'est en angstrom. A étoile, B étoile, C étoile, c'est en angstrom -1. C'est le même réseau réciproque qu'on calcule en diffraction pour trouver dans quelle direction on va trouver les spots de diffraction. C'est exactement la même chose. Sauf que là, ça va nous servir à nous repérer en vecteur d'onde. Donc dans l'espace réciproque, chaque vecteur d'onde correspond à un point. Et ce que nous dit cette démarche, c'est que comme on a un réseau aussi pour le vecteur d'onde, on va avoir aussi une périodicité du vecteur d'onde. Donc ici, j'ai mis 3 exemples de réseaux réciproques pour le système cubique. Donc dans l'espace réel, si on a un réseau cubique de paramètres de maille A, le réseau réciproque, ça va être aussi un réseau cubique, mais de paramètres de pi sur A. Si on a un cubique centré, le réseau réciproque, ça va être un cubique à face centrée de paramètres de maille 4 pi sur A. Et si on a un cubique à face centrée, le réseau réciproque, ça va être un cubique centré, pareil, avec un paramètre de maille de 4 pi sur A. Et puis on définit aussi ce qu'on appelle la première zone de Brillouin. Donc c'est la cellule unitaire de l'espace réciproque. Donc dans un réseau cubique, c'est un cube. Et dans un réseau cubique à face centrée, c'est cette espèce de machin. Et dans un réseau cubique centré, c'est cette espèce de truc. Donc si on arrive à décrire tout ce qui se passe dans la première zone de Brillouin, on connaît tout ce qui se passe dans l'espace réciproque. Parce qu'après, l'espace réciproque, ça va être juste une juxtaposition de ces différentes premières zones de Brillouin. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on attend comme dépendance en énergie en fonction du vecteur d'onde pour un électron? Alors, c'est pas facile à expliquer, mais au moins on le connaît pour un type d'électron, c'est les électrons libres. Donc un électron libre, si on veut calculer son énergie cinétique, on dit que c'est sa quantité de mouvement au carré divisé par 2m. Et donc, si on remplace la quantité de mouvement par h bar k, ça fait h bar 2 k2 sur 2m. Donc si je trace l'énergie en fonction du module du vecteur d'onde, je trouve une parabole. Ensuite, comme on a vu que l'espace réciproque en K était périodique, il faut que je répète cette parabole tous les 2 pi sur A. J'ai pris 2 pi sur A comme dans un réseau cubique. Donc ça va faire là tout un paquet de paraboles. Ensuite, si on est en bord de la première zone de Brillouin, c'est-à-dire pour les pi sur A, moins pi sur A, là l'électron est en condition de Bragg sur le réseau. Donc, ça veut dire qu'on va créer une onde stationnaire avec l'onde électronique sortante et celle qui est diffusée par les atomes. Donc la vitesse de groupe de l'électron doit s'annuler. Et la vitesse de groupe, elle est parallèle à dE sur dk, c'est-à-dire la dérivée de cette courbe. Donc ça veut dire qu'en bord de zone ici, on doit avoir des tangentes horizontales. Donc ça nous force à modifier un peu les courbes là, pour ici avoir des tangentes horizontales. Et donc on va ouvrir ce qu'on appelle un gap, c'est-à-dire un écart entre les courbes. Et ça marche que si on a en plus un potentiel périodique qui est le potentiel périodique qui est créé par les atomes environnants. Donc, on obtient ça, donc une fois qu'on a pris en compte les bords de zone de Brillouin. Et si on prend que la première zone de Brillouin, donc ça nous fait ce truc-là. Donc les dépendances en énergie en vecteur d'onde de l'énergie, ça va donner des espèces de paraboles un peu comme ça. Donc si maintenant on regarde, on peut déterminer des bandes rouges là où on a le droit de mettre des états électroniques, et puis des bandes vertes où on n'a pas le droit d'en mettre. Et donc c'est ça qu'on appelle des bandes d'énergie, donc des bandes d'énergie permises et des bandes d'énergie interdites. C'est de là d'où vient le nom structure de bande. Donc pour avoir une idée, là je vous montre ce que ça donne dans le silicium. Donc le silicium c'est un cristal qui est cubique à face centrée, donc son réseau réciproque c'est un cubique centré, et donc sa première zone de Brillouin c'est ce machin-là. Ça c'est un calcul
Donc alors il y a aussi dans la première zone de Brillouin, on donne des noms aux points de haute symétrie. Donc au milieu c'est gamma, ici il y a K, ici il y a X. Hein. Puis on donne des noms aux directions aussi, sigma, gamma. Ça vient de la théorie des bandes, de la théorie des groupes, pardon. Donc là ici, si on prend le calcul, si on part à gamma ici, et on va dans la direction delta vers le point X, donc celle-là. Donc ça veut dire que là au début le vecteur d'onde il vaut 0, et puis après on augmente petit à petit son module pour arriver jusqu'au point X, et ça donne ces comportements en énergie pour les bandes. Ensuite, on arrive au point X, et puis on va dans le calcul ici, vers le point U, donc on se déplace comme ça. Ça veut dire que le vecteur d'onde, il est d'abord comme dans cette direction-là, et puis petit à petit, on décale sa pointe vers U, et puis on a ce comportement des énergies des électrons. Après, on arrive à U, et puis U, on se dit que c'est pareil que K, hein, puisque c'est au milieu d'une des arêtes de cet hexagone-là. Et puis on revient vers gamma, donc en réduisant le module du vecteur d'onde, donc de gamma k à juste 0 à gamma, et puis on obtient ces dispersions-là. Donc c'est ça qu'on veut essayer de mesurer en photoémission résolue en angle, la structure de bande d'un solide. Alors, comment ça fonctionne? Donc c'est toujours la même expérience, sauf qu'en plus de l'énergie cinétique de l'électron, on va mesurer l'angle avec lequel est émis l'électron par rapport, par exemple, à la normale de l'échantillon. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça ARPES, Angle Resolved Photoelectron Spectroscopy, parce qu'on va maintenant, en plus, résoudre en angle l'émission de l'électron. Alors, donc on mesure maintenant l'énergie cinétique et l'angle. Donc l'énergie cinétique, si on la mesure, on sait que l'électron qui sort du solide, c'est un électron libre. Donc l'énergie cinétique, elle est reliée au vecteur d'onde par h bar de K2 sur 2m. Donc si on mesure l'énergie cinétique, on connaît le module du vecteur d'onde. C'est racine de 2me sur h bar. Et puis si on mesure l'angle, comme on a le module du vecteur d'onde, on peut projeter et on trouve les deux composantes du vecteur d'onde. Donc traditionnellement, c'est la composante parallèle à la surface et la composante perpendiculaire à la surface, donc K perpendiculaire et K parallèle. Ok, donc ça, on peut mesurer le vecteur d'onde en dehors du solide. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le vecteur d'onde de l'électron dans le solide avant qu'il soit excité par le photon. Donc, est-ce que ça suffit? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc déjà, on peut dire que non, parce que pour passer du solide au vide, l'électron va devoir passer une barrière de potentiel de hauteur phi. Et donc, ça va réfracter l'électron, c'est-à-dire qu'il va conserver sa composante, le vecteur d'onde va conserver sa composante parallèle à la surface, puisque là, elle n'est pas affectée par la barrière. Par contre, la composante perpendiculaire va être réduite par le franchissement de la barrière. Donc, le vecteur d'onde à l'intérieur du solide est légèrement différent de celui à l'extérieur du solide, celui qu'on mesure. Donc, on est obligé de repartir on va partir du tout début, de l'excitation par le photon, et on va essayer de voir si, à partir de ce qu'on mesure ici, on peut déterminer comment était l'électron dans son état initial. Donc là, c'est l'électron dans son état initial, il est là, il a une énergie EB et un vecteur d'onde K. Donc ça, c'est la structure de bande dans notre solide. Ensuite, on envoie un photon et on excite l'électron vers un état final dans le solide. Donc le vecteur d'onde final, celui que j'ai appelé K'in dans le transparent précédent, si on écrit la conservation de la quantité de mouvement, c'est le K initial plus le K du photon. Et si on fait un petit calcul, là j'ai pris un EV pour énergie de l'électron et du photon. Si on fait un petit calcul, on voit que le vecteur d'onde du photon est bien inférieur à celui de l'électron. Donc on va le négliger, et on va dire que le vecteur d'onde dans l'état final ici, c'est le même que le vecteur d'onde dans l'état initial. Donc on fait une transition comme ça, verticale. Donc c'est bien, on connaît déjà le K'in, ici, c'est le même que le K initial. Et puis on connaît aussi EF, l'énergie finale, c'est l'énergie du photon moins l'énergie de liaison ici. Très bien. Donc maintenant, on connaît le K'in et on sait que la composante parallèle du K'in, elle va se conserver quand l'électron va sortir du solide. Donc on peut déjà calculer la composante K parallèle de l'électron dans son état initial. C'est celle qu'on mesure à la sortie puisque elle a été conservée. Donc c'est la même formule que tout à l'heure, 2me sur h bar fois sinus θ. Et on connaît aussi l'énergie de liaison qu'avait l'électron, c'est h nu moins ek, moins l'énergie qu'il a fallu pour franchir la barrière. Maintenant, il reste à trouver K perpendiculaire. Et là, c'est moins facile, puisqu'on sait que cette composante-là, elle va changer quand l'électron va quitter le solide. Donc on va être obligé
d'avoir une expression de l'énergie de l'électron dans son état final dans le solide. Alors pour faire ça, on est obligé de faire une approximation. Donc on va dire que l'électron dans son état final, c'est un électron libre dans le solide. Et donc son état final, il est décrit par une parabole que j'ai dessinée en rouge ici. Et c'est une parabole dont on ne connaît pas vraiment où est-ce qu'elle arrive, où est-ce qu'elle se combat, donc on va appeler ça E0. Et on dit que l'électron, donc il est sur cette parabole-là, donc il a une énergie finale qui est sur l'équation de cette parabole, donc h bar 2 K2 sur 2m moins E0. Et puis ensuite, on fait sortir l'électron du solide, donc il va perdre phi encore en énergie cinétique. Et pareil, la parabole d'électron libre, elle va être décalée de phi quand l'électron va quitter le solide. Donc on a cette expression de l'énergie finale, de l'énergie cinétique. Donc ici, on remplace K au carré par K parallèle au carré plus K perpendiculaire au carré. Et puis, comme on a déjà calculé K parallèle, on trouve K perpendiculaire, c'est donné par cette formule-là. Donc à la fin, on a trois formules. Donc, en fonction de ce qu'on mesure, c'est-à-dire EK et θ, vous voyez qu'on peut déterminer l'énergie de l'électron dans son état initial et les paramètres de son vecteur d'onde dans l'état initial aussi. Bon, alors vous allez me dire, ouais, mais il y a le phi et le V0. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, il y a une embrouille. Le phi, on ne le connaît pas. Le E0, on ne le connaît pas. Donc on fait un gros paquet qu'on appelle V0, qui s'appelle le potentiel interne. Et donc il est là, on ne le connaît pas. Donc le phi, déjà, on s'en fout parce qu'on va mesurer où est le niveau de Fermi et on va repérer après toutes les énergies par rapport au niveau de Fermi. Donc lui, il ne nous inquiète pas. Et le V0, lui, c'est un peu plus inquiétant, mais on peut le déterminer expérimentalement, et donc il ne va pas trop nous gêner. Voilà, on va s'arrêter là. Alors, je n'ai pas mis les applications numériques, mais vous pouvez vous amuser à les faire si vous voulez. Donc là, ça a l'air un peu compliqué, il y a plein de paramètres et tout, mais ce dont il faut se rappeler, c'est que si on change l'angle de collection des électrons, donc l'angle θ, par exemple ici, vous faites bouger votre analyseur comme ça, là, vous changez θ, vous allez, si vous regardez les formules, vous voyez, vous faites varier K perpendiculaire et K parallèle. Mais si vous faites les applications numériques, vous verrez que K perpendiculaire, il ne varie pratiquement pas, alors que K parallèle, lui, varie énormément. Donc changer θ, ça correspond à changer K parallèle. Et après, quand on veut faire varier K perpendiculaire, en général, on se met à θ égale 0. Il y a des gens qui s'amusent à le faire à θ différent de 0, mais bon, c'est des warriors. Et quand on est à θ égale 0, vous voyez que évidemment, l'analyseur est le long de l'axe vert, là, ici. Donc θ égale 0, donc K parallèle égale 0. Et K perpendiculaire, il varie comme l'énergie cinétique. Et donc pour faire varier l'énergie cinétique, on fait varier l'énergie des photons. Donc plus on donne d'énergie aux photons, plus l'électron va sortir avec des grandes énergies cinétiques, et plus son K perpendiculaire va varier. Donc garder en tête ces deux règles simples, ça aide bien pour les manips. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, c'est compliqué, on change l'angle, on change l'énergie cinétique, ça nous fait différents points dans l'espace réciproque, et puis ça fait qu'on change l'énergie de l'électron. Et puis... En fait, c'est pas si compliqué que ça, parce que l'analyseur, il va tout faire pour vous. Alors on va partir de l'analyseur de base, et puis après on va raffiner jusqu'aux analyseurs d'aujourd'hui, et vous allez voir que en fait, c'est super facile de faire une manip de photoémission résolue en angle. Donc ça, c'est alors, il y a plein de types d'analyseurs d'électrons, mais le plus populaire, c'est l'analyseur hémisphérique. Donc ici, on a l'échantillon, on a envoyé les photons dessus et il émet des électrons. Il y a une partie des électrons qui va rentrer dans l'analyseur, ici, et après, on va les faire voyager entre deux hémisphères. Donc cet hémisphère-là et puis cet hémisphère-là. Et on va appliquer une différence de potentiel entre les deux hémisphères, ça va donner un champ électrique radial ici, et ça va faire que les électrons vont avoir une trajectoire circulaire entre les deux hémisphères. Et il n'y a qu'une seule énergie cinétique qui va avoir la trajectoire circulaire telle que ça arrive dans le détecteur. Donc ensuite, si on veut faire un scan en énergie cinétique, eh ben, on fait varier la différence de potentiel entre les deux hémisphères. Et là, comme ça, point par point, on va faire le spectre de photoémission comme celui que je vous ai montré au début sur les cobaltates, par exemple. Alors on peut raffiner. Au lieu de mettre un détecteur 0D ponctuel, on peut mettre un détecteur 1D comme ça, sensible en position. Donc là, les électrons, et on laisse entrer toute une gamme d'énergie cinétique. Selon l'énergie cinétique, il va y avoir une trajectoire différente, et les différentes énergies cinétiques vont arriver sur le détecteur à différents points. Donc là, avec ce détecteur-là, en un seul coup, on va faire un spectre sur toute une gamme d'énergie cinétique. C'est déjà mieux.
Et puis après, encore mieux, pourquoi pas mettre un détecteur 2D. Donc dans cette direction-là, alors maintenant les électrons, ils ne rentrent plus par un trou, ils rentrent par une fente. Ici. Donc dans cette direction-là, vous avez compris que les énergies cinétiques étaient dispersées, c'est-à-dire étaient séparées par le potentiel entre les deux hémisphères. Donc dans cette direction-là, on continue de séparer les différentes énergies cinétiques. Et dans cette direction-là, ici, on va séparer les différents angles d'émission de l'électron par rapport à la normale de l'échantillon. Donc là, ici, c'est une vue de côté. Donc là, il y a l'échantillon. Alors les échantillons sont toujours cylindriques, hein, sinon ça ne marche pas. Donc, ici, il y a la normale à l'échantillon, et là, l'angle état d'émission de l'électron par rapport à la normale pour rentrer dans la fente d'entrée de l'analyseur. Donc en fonction de état, ici, là, on voit, il y a la trajectoire jaune, par exemple. Si l'électron part le long de cette direction-là, il va arriver complètement au bord du détecteur. S'il part le long de la normale, il va arriver au milieu du détecteur dans cette direction-là. Et s'il part vers le bas, il va arriver de ce côté-là du détecteur. Donc là, avec ce type d'analyseur, le résultat de la mesure, c'est plus un scan avec un trait, c'est une image. C'est une image, une gamme d'énergie cinétique versus une gamme d'angle d'émission par rapport le long de la fente d'entrée de l'analyseur. Donc, quand vous faites varier l'angle état, si vous gardez la même énergie cinétique, vous faites varier la composante K parallèle du vecteur d'onde. Donc là, vous faites varier la norme du vecteur d'onde. Donc c'est exactement ce qu'on faisait quand on a dessiné la structure de bande. Là, il y avait le module de K et puis l'énergie, ça faisait une parabole. Ben là, vous allez mesurer aussi module de K versus l'énergie. Donc l'image E de état, c'est l'équivalent d'une image EK K parallèle. Donc avec ces genres d'analyseurs, vous avez directement une image qui vous donne une image de la structure de bande. Alors maintenant, à bout de 40 transparents, je vous montre une image de photoémission résolue en angle. Donc ça, c'est mesuré sur de l'oxyde de titane. Donc vous voyez, le niveau de Fermi, il est par là. Et vous voyez directement toutes les familles de paraboles là, dont on a parlé jusque maintenant. Et vous pouvez utiliser les formules qu'on a déterminées pour transformer cette image E de K état en une image énergie de liaison K parallèle. Donc vous voyez que, je ne sais pas si ça se voit bien, mais l'image est légèrement distordue. Ici, il y a un peu du blanc. Donc ça, c'est le passage de l'angle au vecteur d'onde qui fait ça. Voilà. C'est pas mal, non? D'accord. Alors, on va faire un petit exemple plus concret, pour que vous compreniez mieux comment se passe une mesure. Donc, dans un cristal 3D, l'espace réciproque, il est aussi 3D, et donc la structure de bande, c'est un objet qui a 4 dimensions. C'est Kx, Ky, Kz, les 3 composantes du vecteur d'onde, et l'énergie de liaison. Donc c'est un peu dur à représenter. Donc on va se confiner à des systèmes 2D. Dans un système 2D, l'espace réciproque, il va être 2D aussi. Et donc on peut dessiner la structure de bande. Donc là, j'ai dessiné une structure de bande, c'est un truc tout simple, c'est un paraboloïde. Donc un état bidimensionnel paraboloïde. Alors vous allez me dire, ouais, ça n'existe pas. Ah, bah si, ça existe. Par exemple, les états de surface dans des cristaux, comme le cuivre. Donc c'est des états qui existent que sur les premiers plans atomiques de l'échantillon. C'est une solution de l'équation de Schrödinger à la surface. Et ça, c'est des états paraboloïdes. Et qui sont pratiquement des électrons libres. Et qui sont bidimensionnels. Donc si on met, là ça c'est une vue de haut, là, la forme de l'analyseur, la forme d'entrée elle est perpendiculaire à l'écran, et puis on a l'échantillon qui est devant, et là on a mis la normale de l'échantillon alignée avec la forme de l'analyseur. Donc la fente, elle va mesurer une dispersion donc, qui passe par gamma, là, le point qui est au milieu de la première zone de Brillouin, et il va mesurer la dispersion, ça va faire un trait ici, là, une coupe dans le paraboloïde. Donc si je regarde l'état de surface du cuivre, vous faites une coupe d'un paraboloïde, vous trouvez une parabole. Ça, c'est une vraie mesure. Donc l'énergie des photons, c'est 19 eV. Et ensuite, donc il y a la fente d'entrée. Là, il y a l'échantillon. On peut le tourner légèrement, l'échantillon, comme ça. Et à ce moment-là, ça va correspondre à faire une coupe dans l'espace réciproque qui est un petit peu décalé par rapport à gamma. Donc ça correspond à couper le paraboloïde un petit peu sur la gauche. Donc on va avoir une parabole, mais qui va un peu moins profondément que celle-là en énergie. Et puis on peut continuer à tourner. On arrive au bord du paraboloïde, on ne voit plus qu'un tout petit bout de parabole ici.
Et donc, si vous faites un scan en tournant graduellement l'échantillon comme ça devant l'analyseur, avec des petits pas en angle, vous pouvez reconstruire en 3D le paraboloïde. Donc ça, c'est... Là, ici, j'ai montré qu'un quart pour que vous voyez les coupes. Donc, une fois que vous avez ce bloc de données 3D, vous pouvez le couper dans n'importe quelle direction et avoir les dispersions dans toutes les directions de l'espace réciproque. Donc, vous pouvez aussi couper à une énergie constante. Là, par exemple, c'est coupé au niveau de Fermi, donc le niveau d'énergie de liaison 0. Et à ce moment-là, ça s'appelle une surface de Fermi. Voilà. C'est comme ça qu'on fait une mesure. Normalement. Mais à Rennes, on va être encore plus fort. On a ce type... On va recevoir cette semaine. Donc, vous pouvez tous venir au bâtiment 11E voir arriver cet analyseur à l'IPR. Donc, c'est un analyseur où il n'y a même plus besoin de tourner l'échantillon devant. Donc, il y a la fente d'entrée, comme ça. Et puis, il y a des lentilles électrostatiques. Elles vont aller chercher des électrons sur la gauche et sur la droite de la fente d'entrée, toutes seules, sans qu'on ait besoin de tourner l'échantillon devant. Donc, le bloc de données 3D, on le fait comme ça, sans rien avoir à faire, sans bouger l'échantillon. Pas mal, non? Alors, vous allez me dire, comment ça se fait qu'on arrive à mesurer des états de surface qui sont présents que sur quelques angstroms à la surface d'un cristal de cuivre? La réponse, c'est qu'en fait, en photoémission, pratiquement, on peut mesurer que ça. J'exagère un peu, on mesure aussi des états de volume, évidemment. Mais c'est quand même une technique où on récolte des photoélectrons. Et les électrons, ils ne voyagent pas bien dans la matière. Ils vont tout de suite rentrer en collision avec d'autres électrons ou avec d'autres particules. Et ils vont perdre un peu d'énergie cinétique, ou alors ils vont changer de direction, ou ils vont perdre leur vecteur d'onde, ils ne vont plus nous intéresser. Et donc, ceux qu'on va récolter à la sortie de l'échantillon, forcément, ils viennent des premiers plans atomiques de l'échantillon. Sinon, les autres, ils n'ont pas pu sortir. Donc ça, ici, c'est une courbe qui donne le libre parcours moyen des électrons en fonction de leur énergie cinétique. Donc, le libre parcours moyen, c'est à peu près la distance que parcourt un électron entre deux collisions. Et vous voyez qu'à 20 eV, l'énergie d'une lampe à hélium, l'ordre de grandeur du libre parcours moyen, c'est quelques angstroms. Donc, la photoémission, c'est une surface c'est une technique qui est sensible à la surface. Il faut garder ça en tête quand on fait des mesures. Alors, c'est super intéressant quand vous voulez mesurer des états de surface. C'est super bien aussi pour mesurer des systèmes bidimensionnels où on ne s'inquiète pas trop du volume. Si vous voulez mesurer des états de volume, là, il faut commencer un peu à se méfier. Vous allez voir ça mélangé avec des états de surface, ou en tout cas, il faut au moins s'inquiéter d'avoir un cristal dont la surface est propre. Alors, il reste combien de temps, Pascal ? Ah bah voilà, il a rangé son chrono. Bah, c'est pas grave. On va montrer quelques exemples. 20 minutes. 20 minutes ? Tranquille. Donc pour les exemples, on va prendre le temps. Hein. Alors, le premier exemple que j'ai montré, c'est on va fabriquer un gaz d'électrons métalliques à la surface d'un isolant. Alors le cristal dont on part, c'est un cristal de SRTiO3, un titane de strontium. Donc c'est un cristal qui est isolant. Ici, on prend des photons de 100 eV, la température c'est 5 K, et on mesure le spectre de photoémission intégré en angle. Donc on voit des pics, donc ça c'est les titanes 3P, ça c'est les strontium 4P, et ici c'est la bande de valence, donc les états délocalisés. Là on voit que c'est un isolant parce que le niveau de Fermi il est là, et il n'y a pas d'état au niveau de Fermi. Dans les métaux, il y a des états au niveau de Fermi. Le niveau de Fermi coupe une bande autorisée. Alors maintenant, on va faire un truc, c'est qu'on va laisser l'échantillon devant le faisceau, on va changer un peu l'énergie des photons, on va mettre 47 eV, parce que c'est bien. Et puis on laisse 1 heure, et puis on refait un scan. Et là, on voit que le cristal a changé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le titane, c'est un atome qui a 4 électrons D, et dans SRTiO3, il a deux voisins oxygène. Et chaque voisin oxygène a envie de lui prendre 2 électrons pour compléter sa couche 2P. Donc le titane donne 2 électrons à un oxygène, 2 électrons à un autre oxygène, lui il ne lui reste plus d'électrons 3D. Donc il est 3D0 et il est 4+, il a perdu 4 électrons. Donc dans les niveaux de cœur, ici, là, sur le premier scan, le pic qu'on voyait, c'est typique des titanes 4+. Et quand on a laissé l'échantillon se faire irradier par le faisceau, vous voyez qu'on a créé un épaulement ici dans le titane 3P, et ça c'est un épaulement qui est dû au titane 3+. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a rendu des électrons D au titane. Et donc, pour les rendre les électrons D, c'est qu'on a enlevé des oxygènes du cristal. Donc, l'effet du faisceau, ça a été de créer des lacunes en oxygène dans les premiers plans atomiques du cristal. D'accord? Donc, ces électrons D, on les voit ici.
c'est eux qui forment cette petite bobosse là, ici, qui a poussé dans le gap, normalement la bande interdite. Donc si ces électrons, pardon, je me suis trompé de flèche. Ah bah là, j'ai spoilé. Donc ça, c'est ce pic-là, ici, si vous regardez, il n'a pas de variation en angle, l'énergie est constante en fonction de l'angle, un peu comme des niveaux atomiques, donc c'est un niveau qui est dû à des électrons 3D du titane, qui restent localisés sur les sites du titane. Par contre, si vous avez une bonne vue, vous voyez, il y a une toute petite structure ici, là. Vous voyez ça? Personne voit? Hein? La toute petite structure là qui est coupée par le niveau de Fermi, donc une structure métallique là. Et celle-là, si on fait un zoom dessus, eh ben on voit ça. Donc là, ici, c'est l'énergie cinétique. Donc c'est un zoom sur cette toute petite zone en énergie cinétique ici. Et là, ici, c'est l'angle d'émission. Pardon, ici, c'est l'angle d'émission. Donc pareil que le cas parallèle. Et on voit des paraboles. Donc ces électrons-là, ils se promènent. Ils sont métalliques, ils se promènent dans le cristal et ils sont au niveau de Fermi, donc c'est un gaz d'électrons métallique. Donc ce gaz, il a été créé que dans les plans où on a créé les lacunes en oxygène, donc que à la surface du cristal. Donc ce qu'on a fabriqué, c'est un cristal isolant avec une petite couche métallique en surface qui fait entre 10 et 20 angstroms d'épaisseur. Donc c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on a appelé un gaz d'électrons bidimensionnel. Donc c'est exactement le même gaz d'électrons que vous trouvez dans les transistors, dans les hétérostructures de semi-conducteurs. Et c'est ce qui donne l'espoir qu'on pourrait un jour faire de l'électronique avec des oxydes plutôt qu'avec des semi-conducteurs. Donc on peut faire ça sur plein d'autres oxydes. Là c'est ZNO, donc on voit encore ici là, les paraboles coupées par le niveau de Fermi. Ça c'est CaTiO3, pareil. Et puis là une autre phase de TiO2, la natase, une autre phase que celle dont j'ai montré le spectre tout à l'heure. Donc ça correspond. Vous voyez que la structure électronique change un petit peu. Bon, il faudrait rentrer dans les détails. C'est dû à la structure cristallo et aux manières dont les orbitales d hybrides. Là, ce à quoi on va s'intéresser ici, c'est de voir si en photoémission, on peut prouver que cet état-là est bien bidimensionnel. Alors, on va réfléchir d'abord. Donc si ces électrons se promènent bien dans un plan, ça veut dire que leur vecteur d'onde, il n'a que deux composantes, Kx et Ky. Mais il n'a pas une composante Kz, puisqu'ils ne vont pas se promener en dehors du plan. On est d'accord? Bon, on est d'accord. Personne ne répond pas, ne répond rien, alors je réponds tout seul. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire varier l'énergie des photons, donc faire varier le cas perpendiculaire. Et normalement, on devrait voir tout le temps la même chose, puisqu'il n'y a pas de cas perpendiculaire qui rentre en compte dans cette structure électronique. Bon, ben, c'est ce qu'on a fait là. Donc en gros, non, c'est même pas en gros, c'est exactement ce qu'on fait. On fait ce scan-là à différentes énergies de photons. Donc là, on a fait varier les photons de 20 à 105 eV. Donc là, vous voyez bien, il faut un synchrotron pour faire ça. Donc, et puis après, on prend une coupe ici de chaque scan. Donc la coupe au niveau de Fermi, là, ici. Donc vous voyez que normalement, si je fais une coupe ici, je vois 4 points. C'est les 4 interceptions du niveau de Fermi par les deux bandes. D'accord? Bon, ces 4 points-là, c'est ces 4 points-là. 1, 2, 3, 4. Et après, ici, j'empile en fait, ces images-là, je les empile perpendiculairement à l'écran. Et là, ce que vous voyez, c'est que, quelle que soit l'énergie des photons, bah, les 4 points restent alignés. D'accord? Donc, il n'y a pas de dépendance en cas perpendiculaire de cet état électronique. Donc, c'est bien un état bidimensionnel. Ici, c'est la dérivée de l'image. On voit un petit peu mieux les états. Et puis, on voit surtout que ces états de surface, ils apparaissent. Là, c'est les 2 points gamma consécutifs le long de cas perpendiculaires dans l'espace réciproque. Et on voit que l'intensité, elle est grande autour de ces points gamma de l'espace réciproque. Ça, c'est une tendance générale pour les états bidimensionnels, mais c'est une autre histoire. Voilà. Deuxième exemple. Les dichalcogénures de métaux de transition. Alors, les dichalcogénures de métaux de transition, c'est des matériaux qui ont cette formule-là, MX2. M, c'est un élément de transition, donc ces éléments-là dans la table des éléments, dans le tableau périodique des éléments, c'est les atomes pour lesquels on remplit les états 3D. Les états D, pardon, 3D, 4D, 5D. Et puis les chalcogènes, c'est les éléments de la colonne de l'oxygène, donc typiquement soufre, sélénium, tellure. Donc si on fait un composé avec ces éléments, on obtient une couche
de formule MX2. Donc ça, c'est vu du dessus, et puis ça, c'est vu de côté. Donc il y a l'élément de transition M, là, qui est sandwiché entre deux couches de chalcogène. Et puis après, pour faire le cristal 3D, eh ben, on empile juste ces couches les unes sur les autres. Et elles vont se coller les unes aux autres, mais avec des très faibles interactions, des interactions de Van der Waals. Ça fait que c'est un peu comme le graphène, si on a un cristal alors je ne vais pas dire dichalcogénure de métaux de transition à chaque fois, je vais dire TMD, comme Transition Metal Dichalcogenide. Donc si on a un cristal de TMD, vous prenez un bout de scotch, vous le collez dessus, vous l'arrachez, vous allez arracher des plans atomiques comme ça, un peu comme on fait pour le graphène ou le graphite. D'accord. Donc c'est un système qui est très bidimensionnel, mais quand même, il y a quand même des orbitales 5D d'éléments de transition, une orbitale des orbitales D de l'élément de transition qui va pointer en dehors des plans. Puis les orbitales P aussi, certaines orbitales P du chalcogène qui vont pointer en dehors des plans. Et ces orbitales, elles peuvent se mélanger, s'hybrider, on dit, et les électrons peuvent quand même sauter d'une couche à l'autre. Donc il y a quand même, ici, là c'est le même genre de mesure que je vous ai montré juste avant sur ZNO. Donc à part que c'est une coupe verticale dans l'image, donc c'est en énergie de liaison, et là c'est l'énergie des photons, donc cas perpendiculaire. Et vous voyez qu'au lieu de voir des lignes droites comme sur ZNO, là on voit des belles dispersions. Donc il y a vraiment des électrons qui sont capables de se promener en cas perpendiculaire, donc d'une couche à l'autre. Par contre, si vous prenez qu'un seul plan ou deux ou trois plans atomiques de TMD, donc l'élément de base ici, vous imaginez bien que l'électron ne peut pas aller se promener puisqu'il n'y a nulle part où aller. Donc là, ce qu'on va regarder maintenant, c'est comment se fait la transition entre un TMD extrêmement fin jusqu'à un TMD massif. Alors pour faire ça, on a demandé à un collaborateur de Grenoble, à Mathieu Jamet, de faire des couches de différentes épaisseurs de WSE2. C'est déposé sur du graphène. Et alors, une monocouche, il n'est pas arrivé à le faire, mais on a 2, 3, et puis 6 monocouches. Enfin, 6 couches comme ça, 6 tricouches, si vous voulez. Et puis, on va regarder en photoémission angulaire comment les électrons vont se promener en cas perpendiculaire. Alors, ça, c'est différentes images donc prises à différentes énergies de photons sur l'échantillon de 6 couches de WSE2. Donc ici, là, la fente d'entrée de l'analyseur, elle est alignée le long de la direction gamma K de l'espace réciproque. On va faire un petit exercice de situation dans l'espace réciproque. C'est bon pour les neurones. Donc là, on mesure, cette dispersion qu'on mesure ici, c'est là, parallèle à la gamma K, quelque part le long de cette direction-là. On ne sait pas trop où on est. Et donc, quand on change l'énergie des photons, ça correspond à changer le cas perpendiculaire. Donc ça correspond à faire cette coupe à différents endroits de la direction gamma A. J'ai dit gamma K, c'est gamma A. Donc à différents endroits de la direction gamma A, ici. Donc il n'y a pas besoin d'être super observateur pour voir que là, effectivement, il y a des variations quand on se promène dans cette direction-là. À l'évidence, cette image-là, c'est pas la même que celle-là, qui n'est pas la même que celle-là. Donc il y a des variations de l'énergie des électrons en fonction de cas perpendiculaire. Donc il y a des dispersions, c'est pas bidimensionnel. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est exactement ce que je vous ai montré dans le transparent d'avant. Donc on prend ici une ligne de chaque scan, là, la ligne qui est ici, là, donc celle qui correspond à l'intersection du scan avec gamma A. Là, et puis après, on prend une ligne pour toutes les énergies de photons, puis on les colle les unes aux autres. Et ça donne ça. Donc ici, là, c'est je ne sais pas quelle énergie de photons, et ainsi de suite, toc, toc, toc. Donc vous voyez sur l'échantillon de 2 couches. Donc ça, c'est les données brutes. Ça, c'est la dérivée des données brutes, et ça, c'est un calcul. Donc pour deux couches de TMD, on voit qu'il y a 2 bandes qui sont sous le niveau thermique et à 0 ici. Et on voit que ça fait des segments droits, comme ce qu'on s'attend pour un état bidimensionnel. Donc il n'y a pas beaucoup de sauts de l'électron d'une couche à l'autre. Par contre, la bande apparaît et disparaît selon l'énergie des photons. Okay, donc ça, c'est ce qu'on avait vu aussi sur ZNO. Ça dépend de où est-ce qu'on est dans l'espace réciproque. Ensuite, on rajoute une couche.
Donc ce qu'on voit, c'est maintenant on a 3 bandes sous le niveau de Fermi. Donc ça, c'est une tendance assez générale dans ces matériaux-là. Chaque fois qu'on rajoute une couche, on rajoute une bande à gamma. Donc on a toujours ces segments droits, mais vous voyez, comme on a 3 bandes, on a 3 lignes. Et puis on voit que les segments sont un peu plus courts, et il y en a un petit peu plus. Et on commence à voir se dessiner des trucs. Et quand on augmente le nombre de couches, on passe à 6 couches. Là, ce qu'on voit, c'est que maintenant, on a une dispersion quasi continue, comme ce qu'on s'attend à voir, comme ce qu'on a vu en fait, dans le solide 3D. Et donc, qui confirme ce qu'on commençait à voir à 3 bandes de couches, c'est-à-dire des dessins de paraboles comme on s'y attendait pour le cristal 3D. Donc, ce qu'on voit ici, c'est comment on passe d'états discrets, atomiques, à des états qui dispersent continuellement, petit à petit, en multipliant les états discrets. Voilà. Moi, je trouve ça joli. Donc, vraiment. Alors, j'ai un peu de temps encore, Pascal ? 7 minutes. Ah, bah c'est parfait. Donc, on va parler un peu de rayonnement synchrotron. Donc, le rayonnement synchrotron, c'est quoi ? C'est le rayonnement qui est émis par des électrons qui tournent dans un accélérateur circulaire à une vitesse proche de celle de la lumière. Donc là, les électrons tournent dans l'accélérateur. Donc l'accélérateur n'est pas vraiment circulaire, en fait, il est fait de sections droites. Ici, là, comme ça, toc, toc. Et entre chaque section droite, on met un aimant avec un champ vertical. Et donc la force de Lorentz va faire tourner l'électron dans le plan de l'anneau. Et l'électron va passer d'une section droite à l'autre. Et comme c'est une particule chargée et que quand il tourne, il est accéléré, eh ben, il va rayonner. Donc là, en fait, sur ce dessin, les électrons ils tournent comme ça. Donc là, l'électron, il arrive là, il tourne dans l'aimant, et en même temps qu'il tourne, il émet de la lumière. C'est ça le rayonnement synchrotron. Donc dans le schéma que je vous montre ici, les sections droites ne servent à rien, puisque l'électron va tout droit, donc il n'accélère pas, donc il ne rayonne pas. Et donc ce que font les gens depuis une vingtaine d'années, un peu plus, 25 ans, c'est pour utiliser les sections droites, on met au-dessus et en dessous de la trajectoire des électrons des séries d'aimants, qui vont faire un champ magnétique périodique, qui va faire zigzaguer les électrons dans la section droite, pour pouvoir, donc à chaque virage, l'électron va encore émettre de la lumière, et donc même dans les sections droites, on produit de la lumière. Donc ça, c'est les deux sources qu'on trouve sur les anneaux, les aimants de courbure et ce qu'on appelle alors, des onduleurs ou des wigglers, on va dire onduleurs pour faire simple. Donc à chaque tour, les électrons rayonnent, donc ils perdent un peu d'énergie. Il faut leur redonner de l'énergie à chaque tour avec un champ électrique radiofréquence qui est appliqué ici. Voilà. Et donc après, sur chaque ligne, dans chaque direction où il y a des photons qui sont émis, donc soit à la sortie d'un aimant de courbure ici, soit dans l'axe d'une section droite ici, on va mettre une expérience. Donc ça peut être une expérience de physique, on peut faire de la diffraction, on peut faire de la photoémission, on peut faire de l'absorption. Ça peut être une expérience de sciences de la Terre, ça peut être une expérience de biologie, on peut faire de la cristallo des protéines, on peut faire toutes sortes d'expériences sur rayonnement synchrotron. Et donc je ne sais pas s'il y en a qui vont aller visiter Soleil, peut-être avec Mama Self. Donc vous verrez, à Soleil, il y a à peu près une trentaine d'expériences autour de l'anneau qui fonctionnent simultanément. Donc ici, c'est un petit schéma. Donc les électrons circulent en paquets en fait, dans l'accélérateur. Et là, il y a un petit schéma de comment ils vont rayonner en passant soit dans un onduleur, soit dans un aimant de courbure, pardon, soit dans un onduleur. Alors, les caractéristiques du rayonnement synchrotron, donc ce qui nous intéresse là, pour ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est que c'est un rayonnement qu'on dit blanc. Donc ça veut dire qu'il contient toutes les longueurs d'onde. Alors, par exemple, pour Soleil, ça va être de 8 eV jusqu'à 40-50 keV. Donc vraiment de l'UV, même infrarouge, jusqu'aux rayons X. Ensuite, bon, c'est intense, c'est très collimaté. Il y a la polarisation qui peut être utile aussi pour la photoémission, mais ça, je ne vais pas en parler. Et puis, comme c'est des paquets d'électrons qui circulent dans la machine, et en fait, la lumière n'est pas émise de manière continue, mais par pulse, à chaque fois qu'un paquet d'électrons passe dans un aimant de courbure ou dans un onduleur. Donc, le plus simple, moi j'ai trouvé que c'était plus marrant qu'on fasse une petite visite de Soleil plutôt que je vous explique plein de trucs en parlant. Donc ça va être la fin de l'exposé. Donc, moi j'ai travaillé 20 ans à Soleil et je crois que je suis rentré 3 fois dans le tunnel dans lequel il y a l'accélérateur. Et la dernière fois j'avais fait un film. Alors donc là on rentre dans le tunnel, donc il y a des espèces de chicanes pour être sûr qu'il n'y a pas de rayonnement, genre rayonnement gamma qui sortent. Là c'était mon collègue William. Là c'est un gars, c'est un opérateur, donc c'est... Je vais peut-être couper le son, on s'en fout.
Un opérateur, c'est les gens qui travaillent en 3 bits pour faire tourner la machine 24 heures sur 24. Alors ici c'est une des 2 radiofréquences. Il y en a 2 à soleil pour avoir la puissance nécessaire. Donc c'est refroidi à l'hélium. Là, on voit l'arrivée des fuites froids. Donc c'est ça qui crée le champ radiofréquence, le champ électrique, qui va réaccélérer les électrons à chaque tour. Alors ça fait un peu vomir parce que je ne suis pas un super réalisateur. Là, tous les trucs rouges, ce sont les éléments de courbure. Et après, avant et après chaque élément de courbure, il y a toujours des quadrupôles ou des hexapôles, des séries d'aimants en fait, qui vont focaliser le faisceau. Ah, mince, j'ai raté un truc là. Ah, tant pis. On avait vu la chambre à vide. Donc la chambre à vide dans laquelle tournent les électrons, c'est un petit tube en aluminium comme ça, avec un trou ovale au milieu. Là, c'est la 2e radiofréquence. J'ai fait un plan là pour avoir le temps d'expliquer. Oh, c'est quand même vachement bien fait. Alors, et donc là, on va arriver. Là, ça, c'est un wiggler. Donc ça veut dire qu'il y a des séries d'aimants qui vont faire zigzaguer les électrons. Mais pour qu'on puisse rapprocher les éléments au plus près possible du faisceau d'électrons, les aimants sont dans une chambre à vide dans laquelle passent les électrons. Donc, les aimants sont à l'intérieur de cette chambre-là. Donc sinon, vous ne pouvez pas rapprocher les électrons plus que l'épaisseur de la chambre à vide. Donc là, encore un aimant de courbure. Ouais, je fais un gros plan, ouais, c'est pas terrible. Là, c'est encore un autre... Ah oui, donc là, ça c'est un onduleur. Donc là, vous voyez qu'il va y avoir des tranches bleues puis des tranches rouges. Donc les tranches bleues, vous allez voir, je crois qu'on voit un plan, donc c'est des bobines en fait. Donc il y a soit des bobines qui sont comme ça, soit qui sont comme ça. Donc ça va faire un champ soit horizontal, soit vertical. Donc on peut faire zigzaguer les électrons soit dans le plan horizontal, soit dans le plan vertical. Ce qui va permettre de créer des différentes polarisations de la lumière. On peut même combiner les 2 champs magnétiques pour les faire tourner de manière hélicoïdale et faire de la polarisation circulaire. Voilà, et puis je crois qu'après il y a un autre onduleur ici, là. Un autre onduleur, voilà, avec aussi, pareil, lui, c'est un onduleur électromagnétique aussi, donc ça veut dire que le champ magnétique est créé par des bobines. Et il y a des onduleurs où les aimants sont des aimants permanents, et on peut les bouger comme ça pour les approcher plus ou moins des électrons et faire varier le champ magnétique que voient les électrons. Ben voilà, je crois que j'ai fini. Merci beaucoup, Patrick. De rien. On va reprendre le temps pour quelques questions. Quoi, genre j'ai débordé? Non. Ah, d'accord. Non, parce que tu as l'air de dire que... Ah non, je ne vais pas. Question à la salle? Une curiosité, quelle est la largeur en énergie et en état de l'analyseur, pour l'analyseur? Alors, tu peux... J'ai un peu simplifié le schéma. Donc, avant d'envoyer les électrons faire leur demi-tour entre les 2 hémisphères, on les envoie tous autour d'une certaine énergie qu'on appelle l'énergie de passage. La plage en énergie que tu as sur ton détecteur, elle dépend de l'énergie de passage. Donc, typiquement, tu utilises 10 EV d'énergie de passage et ça fait 1 EV sur le détecteur. Mais si tu utilises 20 EV d'énergie de passage, tu auras 2 EV sur le détecteur. C'est en fait 10% de l'énergie de passage en gros. Et après, en état, alors sur celui qu'on va avoir à Rennes, ça va être plus ou moins 10 degrés. Et il y a d'autres analyseurs où tu peux avoir plus ou moins 15, pardon, donc 30 degrés en tout, voire 40, hein, si tu mets ton échantillon très près de l'analyseur. Merci. Oui. Avec les électrons qui passent de couche en couche, du coup, pour le MX2, est-ce que ça serait possible d'avoir des applications sur la conductivité ou la supraconductivité? Alors oui. Il y a... je n'ai pas montré là, mais... disons... si tu veux, ce qui se passe dans ce que j'ai décrit là, c'est ce qui se passe dans tous les solides. Tu vois, les électrons se promènent. Okay. Dès qu'il y a... Ensuite, mon oui, c'était plutôt pour est-ce qu'on peut utiliser ces systèmes 2D pour faire des
des choses dont la conductivité varie, oui, on peut, ouais. On peut essayer de faire bouger les bandes pour les rapprocher du niveau de Fermi, par exemple en mettant un matériau ferroélectrique ou des choses comme ça. Et donc c'est des pistes que les gens explorent. Ouais. Utiliser les matériaux 2D pour faire de l'électronique. D'autres questions? Par exemple, dans la zone de Brillouin, il y a plusieurs points de haute symétrie qui sont l'un au-dessus de l'autre. Ouais. Et par exemple, comment on connaît que vraiment le chemin qu'on a pris, c'est le plus haut et le plus bas? Alors, c'est une bonne question que tu poses. Hein. Toute bonne manip de photoémission, ça commence par une journée à se gratter la tête pour savoir où tu es dans la zone de Brillouin. Donc, tu fais des surfaces de Fermi. La surface de Fermi, donc c'est une coupe à énergie constante de ton bloc 3D de données. Ça te permet de voir, dans la surface de Fermi, tu vas voir la symétrie du cristal, la symétrie de ta surface. Ça te permet de t'orienter par rapport à la fente de l'analyseur. Et après, effectivement, si c'est important... Alors, je l'ai un peu sous-entendu, en photoémission, résolu en angle, les systèmes 2D, c'est quand même vachement confort. Donc dans ces cas-là, l'énergie, où est-ce que tu te situes? Dans l'autre direction, dans l'espace réciproque, tu t'en fous un peu, puisqu'il n'y en a pas d'autres directions d'espace réciproque. Mais si tu es sur un cristal 3D, effectivement, il faut que tu fasses ce genre de mesure que j'ai montré, où tu fais varier l'énergie des photons. Donc tu obtiens ces espèces de cartes... je vais remontrer celle-là, par exemple. Tu obtiens ces espèces de cartes là. Et là, tu vas repérer. Ici, tu vas repérer les points gamma, les points A. Tu vois. Donc ici, ça doit être un point gamma, puis il doit y avoir un autre point gamma là, puis un point A entre les deux. Tu vois. Mais ouais, il faut se repérer dans l'espace réciproque. Merci. D'autres questions? Oui, Julien et après Hermine. Alors, ce que tu as dit, c'était pour les états de surface. Quelles sont les techniques pour les états de volume? Alors, tu peux faire de la photoémission avec des rayons X, de la photoémission résolue en angle avec des rayons X. Donc là, il faut se méfier. Ce que j'ai dit, qu'on pouvait négliger là, le moment, le vecteur d'onde du photon, c'est plus vrai. Et effectivement, tu réduis beaucoup ce qu'on appelle la section efficace, c'est-à-dire la probabilité d'exciter un électron de valence. Donc c'est un peu sportif, et puis les gens se sont aperçus que ce n'était pas forcément ce qu'il fallait faire pour voir la structure de bande. Donc un moyen terme, c'est de faire de la photoémission avec de l'UV. Donc quelques centaines d'EV. Mais de toute façon, par exemple, le calcul que j'ai montré sur le silicium, ça tu peux le mesurer, hein, en photoémission angulaire. Il y a des cas pathologiques où la surface va vraiment t'embêter et elle va vraiment avoir des propriétés électroniques différentes du volume. Je pense aux terres rares, les cristaux qui se salissent très très vite, même sous ultravide, ou dont la structure électronique change beaucoup avec l'environnement des atomes. Mais globalement, tu vois quand même les états de volume en photoémission. Ça reste possible, même avec de l'UV. Merci. Caroline? Oui, pourquoi dans la colonne des chalcogènes, il y avait que 3 éléments encadrés? Parce que après l'autre, je crois que c'était un... Après l'autre, c'est quoi celui en dessous, là? J'arrive pas à voir. Au-dessus? Bah, au-dessus, c'est l'oxygène. Moi, j'ai jamais... T'en connais, toi, des TMD comme ça avec de l'oxygène? Non. C'est pas un chalcogène? Parce qu'il n'a pas assez d'électrons P, ou je sais pas. Je sais pas. Mais tous les composés TMD, là, on les fait avec soufre, sélénium et tellure. Et en dessous, j'arrive pas à lire ce que c'est. C'est ma réponse. Merci. Une dernière question peut-être? Si on n'a pas, on va remercier Patrick. Merci beaucoup. Je vous en prie.